Verdun est un arrondissement montréalais dynamique alors qu'on y retrouve une économie locale active, plusieurs activités culturelles, une plage en été, une vie communautaire très développée et plusieurs autres attraits pour plaisir un peu à tout le monde. La pandémie a jusqu'à présent été plutôt limitée dans l'arrondissement alors que 3,3% de la population a été atteinte du virus. C'est 2 fois moins que d'autres arrondissements comme Montréal-Nord où les gens ont été atteints à 8,7% par le virus de la COVID-19. Dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement de Verdun. Et dans ce premier épisode, on discute d'économie locale, d'achat local. Et je joins donc M. Billy Walsh, qui est directeur général de la promenade de Wellington. Bonjour, M. Walsh. Allô? En commençant, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qu'une société de développement commercial, quel est son rôle dans la communauté? Ben, en fait, peut-être premièrement, vous mentionnez qu'il y en a, il y a 21 sociétés à Montréal, donc pensez à toutes les grandes affaires commerciales ou encore les districts commerciaux, comme par exemple le Vieux-Montréal ou encore le centre-ville, possèdent une SDC. Et en fait, une SDC, ça naît sous la volonté je vous dirais, des commerçants, des entrepreneurs qui veulent se regrouper sous cette forme d'organisation laquelle, en fait, fait en sorte que la destination commerciale qui s'y réfère puisse rayonner, puisse avoir de l'attraction et développer des projets qui vont mettre en valeur les commerçants et les entrepreneurs du secteur. Donc, pensez à Ontario, Sainte-Catherine, Masson, Fleury, Wellington, etc. Donc, toutes ces affaires-là sont composées de cette façon-là et les membres, inévitablement, deviennent les entrepreneurs qui se trouvent sur le territoire. Et est-ce qu'il y a une particularité au niveau de la promenade Wellington dans Verdun? Est-ce qu'il y a une particularité commerciale propre à Verdun? Peut-être que ce qui distingue Verdun, en fait, sur son artère commerciale, c'est que Verdun, bon, puis c'est pas le seul arrondissement qui est comme ça, mais quand même, ils sont minoritaires au sein de la nouvelle ville de Montréal. C'est que Verdun est une ancienne ville. Donc, je vous dirais que sur l'artère, il demeure encore un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté, une relation avec le territoire et avec le symbole que représente l'ancienne ville de Verdun. Il y a quelque chose là de particulier, je vous dirais, je crois. Et aussi le fait que nous avons un pourcentage plus élevé que la moyenne des affaires commerciales quant aux propriétaires de commerce qui sont aussi propriétaires de la bâtisse et qui sont aussi des Virginois. Donc, il y a encore là, au niveau de, je vous dirais, de la fraternité commerciale, là, un sentiment d'appartenance et d'engagement assez particulier quant à l'arrondissement. Et racontez-nous un peu comment s'est passé les derniers mois sur la promenade Wellington dans le contexte de la pandémie. Nous étions, à la fin mars, nous étions aux préparatifs de notre plus gros événement qui est Cabane Panache et Boiron. On accueille normalement sur 4 jours de festivités environ 100 000 personnes. Et une semaine avant notre événement, on s'est fait dire que ça n'allait pas avoir lieu. Donc, je vous évite les détails, mais disons que l'équipe a vécu quand même un deuil de ne pas pouvoir livrer cet événement-là. Donc, on était vraiment à la ligne d'arrivée et rapidement, on est entré dans un mode COVID qui, dans une première phase, je vous dirais, nous a, un peu comme tout le monde, je pense, ça a été reçu avec un choc, avec beaucoup d'inattendus, d'imprévus, d'incertitudes. Je vous dirais que nos repères ont été quand même un peu déstabilisés, pas un peu, beaucoup. Et rapidement, on a dû se mettre en mode solution, je vous dirais à peu près une dizaine de journées là après que le confinement soit déclaré. Déjà, on était en action pour être en mesure, premièrement, je vous dirais, de communiquer et de garder le rapport avec notre base qui est le membership, euh, leur communiquer de l'information, leur dire qu'on était présent, qu'on était en train de mettre en place des façons de travailler qui allaient faire émerger de nouvelles initiatives. Et peu à peu, je vous dirais, on a bâti des actions qui ont permis, humblement, je crois, de donner de l'oxygène
aux membres commerçants de la promenade Wellington. Entre autres, là, cet été, Wellington est devenue piétonne. Est-ce que ça a eu un effet positif sur les commerces locaux et sur l'économie locale? On est toujours en attente de résultats d'études qui ont été menées à la fois conjointement avec, pas à la fois, mais conjointement avec la ville et la SDC. L'étude portait sur quatre grands indicateurs de performance, je vous dirais. Le premier étant l'achalandage piéton sur la rue. Le deuxième consistait au taux de satisfaction quant aux usagers de la rue. Le troisième, c'était au niveau de la clientèle du territoire qui ne vient ou ne vient pas sur l'artère, quelle en était sa perception. Et le dernier KPI qu'on est allé chercher, c'est l'impact économique chez les commerçants. Donc, une fois qu'on aura ces quatre études colligées, on pourra en tirer des conclusions. Mais je vous dirais que déjà à prime abord, on constate que pour les restaurateurs et les bars, ça a été très certainement, je vous dirais, euh, la dose d'oxygène dont ils avaient besoin pour être en mesure de passer au travers des 6 prochains mois. Ça a été reçu de façon aussi très favorable de la part de la population, à la fois celle qui utilisait la rue et celle qui habitait en périphérie. Donc ça, je vous dirais que c'est des points positifs. Maintenant, j'ai pas le choix de nuancer, je vous dirais, mon analyse là, du terrain. Ça n'a pas nécessairement été profitable à tout type de commerce. Évidemment, il y a certains commerçants qui, pour des raisons logistiques opérationnelles ou encore de nature commerciale, ben ils trouvaient peut-être un peu moins leur compte là, quand on a un projet comme celui-là. Mais une conclusion beaucoup plus nuancée et complète est à venir sur ce dossier. Euh, la piétonisation a été un des outils qu'on a mis de l'avant, mais je vous dirais qu'il en est arrivé aussi une multitude entre les mois de mars et mai, là, qui avaient pour objectif de soutenir les commerces qui étaient ouverts, fermés, à moitié ouverts, à moitié fermés. Donc, on a connu différentes phases en fait de déconfinement, puis on s'est ajusté en cours de route. Et là, affectueusement appelée la Well, hein, donc la promenade Wellington, vous l'avez mentionné, offre plusieurs activités à chaque année. Comment ça s'est passé là, cette année? Est-ce que vous prévoyez, dans le contexte de la deuxième vague et des mois à venir, être en mesure d'offrir des activités peut-être pour l'automne et l'hiver? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur des projets qui seront imperturbables, tout dépendamment du contexte. Donc, on a déterminé certains projets qui devront voir le jour, malgré le fait que la situation pourrait redevenir comme c'était le cas en mars dernier, qui était ultimement la situation, euh, je vous dirais, la plus totale ou la plus achevée en termes de fermeture ou de confinement là, de ce qu'on a connu. Donc, c'est sûr et certain qu'on va travailler, je vous dirais, sur trois enjeux principaux, soit l'aménagement de la rue, donc toute la question de la direction artistique que la rue prendra pendant le temps des fêtes, voire dans la période hivernale. On va travailler aussi beaucoup sur les communications et sur l'armature promotionnelle de la rue. Donc, comment on va développer des solutions technologiques pour faire en sorte que les commerçants puissent se mettre de l'avant. Notre message étant définitivement de ne pas faire en sorte que on ne veut pas solliciter la surconsommation. Je pense qu'on n'est pas dans une tonalité ou dans un moment qui nous invite dans cette direction. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse opérer un changement de consommation, un changement de comportement auprès de la clientèle et leur dire, ben, plutôt que d'acheter sur les gigantesques du web, plutôt que d'acheter dans d'autres destinations commerciales sur le territoire de Montréal, acheter local, acheter chez nous. Ainsi, ben, vous allez en faire bénéficier votre communauté. Puis je veux dire, il y a énormément de bénéfices aussi à acheter localement dans des commerces indépendants là, au niveau de la, je vous dirais, de la population en général, là, de la société. L'impact ne se limite pas juste à la communauté. Là, si on a un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur, c'est le Québec en entier qui en profite, voire même le Canada qui en profite de cette tendance.
Et là, justement, au cours des derniers mois, se sont accumulées différentes aides gouvernementales pour les divers entrepreneurs, magasins et tout commerçants locaux. Et en vue donc de la deuxième vague dans laquelle on se trouve, des prochains mois à venir et même de l'après-pandémie, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir des commerces locaux à Montréal, dans Verdun? Je suis de nature optimiste, donc je vais vous dire oui. Euh, est-ce que ça se fera sans écueil, sans difficulté? Non, vraiment pas. Les 12 prochains mois vont être excessivement importants, ce qui nous amène à revoir nos façons de travailler. Moi, je vous dirais que depuis les 6 derniers mois, je n'ai jamais travaillé autant en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour de trouver des solutions. Donc, dans cette espèce de marasme COVID, pandémie, il y a peut-être ça de bon, en fait, c'est que les gens ont commencé, mais ont voulu partager davantage et collaborer. Ça, c'est une bonne chose. Et je vous dirais qu'il y a tellement de variables présentement quant aux prochains mois, autant au niveau des mesures de confinement ou encore de mesures sanitaires, puis je vous dirais aussi d'appui gouvernemental, que c'est difficile pour nous de se projeter dans un horizon c'est difficile de se projeter dans un horizon de 18 mois. On pensait tous à la fin de l'automne que les restaurateurs pourraient demeurer ouverts avec des restrictions un petit peu plus serrées. Ben, on l'a vu, c'est arrivé en l'espace d'une semaine. On les a refermés pour un 28 jours. On doit se poser la question, est-ce que le 28 jours se transformera en 56? Croisons-nous les doigts pour qu'on puisse avoir des allègements ou des façons de fonctionner qui peuvent permettre à ces entrepreneurs de demeurer ouverts, mais évidemment dans des conditions qui font écho un peu au contexte et aux mesures sanitaires qui seront mises en place. Bien, Billy Walsh, directeur général de la SDC Wellington, merci d'avoir été avec nous pour justement savoir un peu les commerces qu'on peut retrouver, les restaurateurs aussi vers lesquels on peut aller prendre une commande pour apporter sur la rue Wellington. On peut se rendre sur promenadewellington.com ou encore suivre vos différents réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis les activités qui seront peut-être offertes au cours des prochains mois. Exactement. On va vous accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. L'arrondissement de Verdun est un arrondissement dynamique sur le plan économique, comme on vient de voir, mais également sur le plan culturel. On y retrouve aussi plusieurs espaces verts. Et c'est également un quartier très prisé sur le plan mondial. En fait, c'est ce que va nous expliquer notre collaboratrice Marine Tardieu. Alors, Marine, dis-nous-en un peu plus sur l'arrondissement de Verdun. Bonjour Marie-Michel. Effectivement, selon le magazine Time Out, l'arrondissement de Verdun est classé 11e quartier le plus cool du monde. Donc effectivement, c'est un arrondissement qui est riche en culture, où il y a vraiment une vie, on va remarquer qu'il y a une vie vraiment de qualité, avec des gens qui sont des gens qui sont c'est très convivial, avec des gens aussi qui sont très conviviaux aussi, et où il y a beaucoup de verdure. On a même une plage, Verdun a sa propre plage. Donc les gens ont beaucoup d'activités, ils ont beaucoup de choix au niveau de la culture, il y a beaucoup de projets qui se font, et c'est très intéressant. Et se positionne vraiment très bien au niveau géographique, c'est-à-dire que Verdun englobe une partie du centre-ville, donc très bien situé, vraiment à proximité. Donc, c'est vraiment facile d'accès pour les gens qui veulent aller visiter Verdun. Et comme on dit, quand on va à Verdun, on va à Verdun. Donc, malgré tout, on va remarquer quand même que malgré que ce soit un arrondissement qui est très bien au niveau de la qualité de vie et qui a quand même un certain développement qui est quand même à évoluer, et les gens sont quand même aisés, on va voir quand même que dans le quartier Wellington de l'Église, il y a quand même c'est un secteur qui est défavorisé. C'est un des secteurs les plus défavorisés, justement, de Verdun. Et il compte vraiment près de 28 000 personnes sur le total de à peu près 69 000 résidents de Verdun. Il y a beaucoup de difficultés au niveau scolaire. Alors, les enfants vont avoir du décrochage scolaire ou ils vont avoir des difficultés au niveau scolaire. Et c'est là qu'on va retrouver le plus d'immigrants également. Donc, c'est vrai que
en ce qui a trait à toute l'aide qui est portée dans l'arrondissement de Verdun, c'est vrai que voilà, c'est vraiment les problématiques dans ce quartier-là. Après ça, on va retrouver le secteur des marchés Crawford, qui est vraiment un secteur avec un niveau de vie moyen, mais quand même, on va retrouver quand même beaucoup de familles avec de la monoparentalité. C'est quand même un 38%. Puis après, si on se retourne vers l'île des Sœurs, c'est vraiment le secteur le plus cossu et le plus riche de justement l'arrondissement de Verdun. Donc, beaucoup de condominiums, de maisons. La majorité des résidents de l'île des Sœurs, ce sont justement des propriétaires. Et voilà, donc ils sont très... il y a beaucoup, le niveau de scolarité est très élevé dans l'île des Sœurs. Donc, et très peu d'immigrants. Il y a quand même une petite communauté anglophone, mais vraiment une petite communauté et c'est ça. Donc, malgré tout, par rapport à la COVID, on va remarquer que depuis le début de la COVID, effectivement, c'est un des endroits où il y a le moins de cas. Donc, on va retrouver 1187 cas depuis le début de la pandémie, ce qui est quand même très bien. Et là, justement, sur le territoire de Verdun, il y a présence de 2 hôpitaux, donc l'hôpital de Verdun et l'hôpital Douglas. Quels sont les différents sites de dépistage sur le territoire? Justement, on va retrouver la clinique de dépistage sans rendez-vous de Verdun, qui est l'Institut universitaire santé mentale Douglas, qui, eux, ils offrent justement des dépistages du lundi au vendredi. Donc, les gens peuvent se rendre là-bas. Ou sinon, encore, il y a la clinique universitaire de médecine de famille, qui est le GMFU de Verdun. Et il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez les appeler au 514-644-4545 pour pouvoir se faire dépister. Puis encore, il y a le numéro central, qui est le 514-644-4545 également, et le 877, un numéro sans frais que vous pouvez appeler, le 1877-644-4545, dans le besoin où vous auriez besoin de prendre un rendez-vous pour un dépistage. Vous avez encore le soutien psychologique que vous pouvez appeler au besoin, qui est le 514-940-3300. Et là, depuis le début de la pandémie, le nombre de foyers qui se retrouvent en situation de vulnérabilité a augmenté. Et pour répondre à leurs besoins, c'est souvent les organismes communautaires qui sont là pour les aider. Dans l'arrondissement de Verdun, il y a une vie communautaire riche. Mais Marine, est-ce que tu peux nous présenter certains organismes là, qui vont être assez centraux et répondre à des besoins pressants dans la communauté? Oui, effectivement, on a la Casa Cafi, c'est le centre d'aide aux familles immigrantes, justement, qui, en ce moment, eux, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment, ils sont dans l'aide alimentaire, dans l'urgence alimentaire en ce moment, étant donné qu'on est en semi-confinement, donc toutes les activités ne peuvent pas être, et tout ce qu'ils proposent et les aides qu'ils apportent, malheureusement, ne peuvent pas les porter en ce moment, mais c'est vrai qu'au niveau de l'aide alimentaire, l'urgence alimentaire, ils viennent soutenir la population et les gens dans le besoin. On va avoir aussi le repère jeunesse Down-Syndrome qui, eux, ils sont généralement plus spécialisés vraiment pour aider les jeunes vraiment à se construire individuellement et à aider ces jeunes-là qui, justement, sont dans le décrochage scolaire et qui sont dans la difficulté à se réintégrer, justement. Mais en ce moment, malgré tout, vous pouvez aller sur le site de Facebook, justement, sur leur page sur Facebook, justement, il y a quelques activités qu'ils proposent. Mais je sais qu'ils proposaient aussi un mini-marché depuis quelques temps qui va être ouvert à la fin du mois d'octobre. Et c'est sur 666 avenue Woodland. Et donc, c'est ça. Mais pour avoir plus d'informations, je vous recommande vraiment d'aller voir leur page sur Facebook. On a aussi le réseau d'entraide de Verdun qui, eux également, ils vont offrir l'urgence alimentaire puis la sécurité alimentaire pour prêter vraiment main forte à ceux qui sont dans le besoin parce que beaucoup de personnes, en ce moment, perdent leur travail aussi, étant donné les circonstances. Donc, voilà, on a vraiment quand même pas mal de centres communautaires qui viennent aider la population. Puis, je vous recommande d'aller sur le 211.ca pour aller avoir plus d'informations sur ces centres communautaires-là.
Et là, tant que Montréal est en zone rouge et qu'on doit limiter donc nos activités, on doit trouver d'autres manières de se divertir. Marine, est-ce que tu nous as trouvé, déniché quelques activités que l'on peut faire tout en respectant les mesures de distanciation sociale? Alors oui, j'en ai déniché certaines, alors qui sont très intéressantes. Alors on a le mercredi, le 21 octobre à 19 h, on aura une projection virtuelle du film Trou de cul, une théorie en fait. C'est vraiment un film qui se porte sur... je pense que ça vient englober l'aspect politique au niveau des politiciens qui sont élus ou encore... mais je peux vous l'expliquer un petit peu plus dans le sens que, en fait, ça s'aventure dans les fiefs masculins. Donc, ça représente plus ou moins les étudiants d'Ivy League ou encore pourquoi certains milieux sont-ils plus propices à l'épanouissement des trous de cul et qu'est-ce qui explique l'attrait pervers que ces derniers exercent. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Donc, tu sais, ça explique un peu la situation, un peu d'injustice, d'inégalité, d'accessibilité. Donc, ce serait intéressant à voir. Ils ont également une page Facebook que vous pouvez aller visiter sur Accès Culture. Ce serait intéressant. Et également, on a encore aussi, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est le Festival international de théâtre du Mexique à Montréal. Donc, vous pouvez avoir les informations sur j'adoremontréal.com. Puis en ce moment, ils offrent des spectacles en ligne, du théâtre, des concerts et des interviews. Et c'est vraiment intéressant. Ils offrent autre chose aussi également. Donc, c'est vraiment intéressant pour se divertir de la maison en toute sécurité. Bien, merci Marine, une bonne manière d'en découvrir un peu davantage sur des cultures alors qu'on est un peu pris chez nous. Et puis, de mon côté, je vous dis rendez-vous sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes abordant l'arrondissement de Verdun. On discute entre autres avec le maire d'arrondissement Jean-François Parenteau, ainsi qu'avec les responsables de la Casacafi. Et également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.